Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Toulouse, Good Morning Toulouse. Regardez ces images si vous êtes sur la 24, RMC Découverte sur la TNT, ces images de la place du Capitole. On va survoler la mairie, nous sommes juste à côté à la Chambre de commerce et d'industrie. Magnifique, on ne pouvait pas faire autrement que d'avoir un objet volant dans cette émission à Toulouse. Et puis alors, à l'intérieur c'est bien aussi. À l'intérieur c'est exceptionnel puisqu'on réunit la crème de l'intelligence économique de notre pays avec Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Bonjour. Président honoraire de la Toulouse School of Economics, et puis Emmanuel Oriol, bonjour. Aussi évidemment professeur à la Toulouse School of Economics, et Emmanuel Le Chypre. Bah oui, parce que... J'ai pas eu la chance de... Il s'est invité, Emmanuel Le Chypre. Recevoir les enseignements. Il y a de la formation continue. Hein. Non mais, en tout cas, en plus, ça tombe bien, parce qu'écoutez, il y a 14 minutes, on a eu ce chiffre assez exceptionnel de l'économie française, de taux de chômage au 4e trimestre, 7,4%. Personne ne s'y attendait. Hein. On sort de 7,9, on passe à 7,4. Ça dit quoi, Jean Tirole, de l'état de l'économie française ? D'abord, l'économie marche bien et ça joue sur le chômage, mais il y a aussi les institutions, et je crois que la France est en train de petit à petit de se normaliser dans ce sens-là. Donc en diminuant la différence entre les CDD et les CDI, il faut aller plus loin parce qu'on a mis en place un bonus-malus qui est encore assez limité dans les chiffres et aussi en pourcentage de l'industrie. Mais disons qu'il faut aller plus loin, mais c'est une bonne nouvelle, oui. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, en rendant plus facile la rupture du contrat de travail avec la barémisation, on a rendu plus facile l'embauche et on a cassé les réticences des chefs d'entreprise à embaucher. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans la question de l'apprentissage. Par exemple, l'apprentissage a décollé ces dernières années en France grâce justement à plus de flexibilité. Du coup, les chefs d'entreprise ont pris beaucoup plus d'apprentis, et ce qui est fondamental d'ailleurs pour une partie de l'éducation. Les chefs d'entreprise qui ont du mal à recruter... 1 sur 2 dit qu'il a des difficultés de recrutement hein, parallèlement en ce moment. Il y a Pôle emploi qui a un petit peu relativisé la semaine dernière, mais c'est quoi la réalité, Jean Tirole, aujourd'hui ? Alors, je crois qu'il faut bien faire attention à l'enseignement, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut avoir une adéquation des formations avec les emplois. Alors je parlais de l'apprentissage, mais c'est plus général. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire en sorte que, par exemple, les universités, il y a quand même de plus en plus de gens qui vont dans les universités. À la fin, ils trouvent un travail. Donc, il faut effectivement des formations qui correspondent à ce qu'est le monde de l'emploi. Et puis, il faut faire correspondre la formation continue aussi avec le monde de l'emploi. Donc, il faut faire intervenir les entreprises dans les programmes qui sont proposés, éventuellement de façon locale, comme à Toulouse. Elles ont de plus en plus des centres de formation, d'ailleurs, les grandes entreprises. De plus en plus. Elles en ouvrent de plus en plus. Elles en ouvrent, mais il faut aussi que la formation classique, Pôle emploi, etc., tout ça s'unisse pour aller plus près des entreprises. Emmanuel Le Chypre, pour commenter ce chiffre hein, de 7,4% de chômage, quand on dit que c'est parce qu'on a quelque part rendu plus facile les licenciements, on est taxé d'être des afro-libéraux, parfois Jean Tirole l'est aussi, quand même, c'est un indicateur quand même de la bonne santé quand même. Il y avait une vraie exception française en matière de chômage. Hein. On avait un taux de chômage globalement 2 fois plus élevé que la moyenne de beaucoup de nos voisins. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles étaient les explications. Alors on nous a dit, il y a la démographie, on a plus de gens qui arrivent sur le marché du travail, il y a les compétences, il y a un chômage de proximité, c'est compliqué de déménager, etc. Mais dans ce que dit Jean Tirole, ce qui est intéressant, c'est de voir on voit que le paramètre, nos institutions du marché du travail, qui étaient un handicap, on voit que quand on les normalise, en gros, quand on les rapproche du fonctionnement de ce qui se fait à l'étranger, ça fonctionne. Donc, il y a peut-être d'autres raisons. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous pensez que c'est quoi le niveau de chômage incompressible en France ? Est-ce qu'on peut descendre encore plus bas ? Et ça, ce serait quand même aussi une bonne nouvelle. Alors, le niveau de chômage incompressible est toujours difficile à calculer. Ça dépend de la société elle-même, de la facilité à changer d'emploi. Donc, il y a toujours des frictions, il y a toujours du chômage de toute façon. Mais effectivement, il faut éviter d'avoir cette dualité du marché du travail. Alors, effectivement, je suis libéral dans la mesure où je veux que les entreprises soient responsabilisées. Donc, je suis anti-CDD et anti-CDI à la fois. Ouais. Vous voulez un contrat unique dont les droits augmentent au fur et à mesure des années, en fait. Absolument, oui. Emmanuel Oriol, votre analyse de ce chiffre. Est-ce qu'on peut aller plus bas ? Alors, c'est vrai Jean l'a évoqué, mais il y a un problème de formation en France. Donc, on a tout un volant de gens qui ne sont pas employables à l'heure actuelle. Hein, les NEET, c'est terrible. On a des chiffres. Notre système éducatif, on y met un argent fou.
enfin en tout cas autant que les autres, et on a des résultats dans PISA, enfin dans TIMSS, c'est plus efficace, très mauvais. Et je crois que là, il y a la colère populaire, elle vient aussi de là. C'est-à-dire que les dés sont complètement pipés. Il y a des gamins, ils naissent dans des milieux, honnêtement, on sait d'emblée qu'ils ne vont pas s'en sortir. Enfin, en tout cas, c'est peu probable. Donc je crois qu'il y a une partie de gens, malheureusement, qui sont pour l'instant pas trop employables. Donc très très bien les apprentissages. Parce que les apprentissages, ça permet... les écoles à deuxième chance, ça coûte très très cher. Il vaudrait mieux éviter d'en arriver là. Donc tout ça, c'est un souci. Et du coup, c'est vrai que le chômage structurel est certainement un peu plus haut qu'ailleurs. Et ça va poser des problèmes, puisque les entreprises, vous l'évoquiez avant, cherchaient déjà des salariés avant la crise sanitaire. Ouais. Donc ça ne s'est pas amélioré. Du coup, Emmanuelle Auriol, et vous êtes l'une des spécialistes de l'immigration, justement, ce débat sur l'immigration de main-d'œuvre est compliqué en France parce qu'il est biaisé. Souvent, on pose souvent mal les questions. On n'est pas forcément une terre d'immigration du travail massive. On se positionne comment par rapport à nos voisins? Alors oui, on a une position sur l'immigration qui est terrible. C'est-à-dire que nous, on compte les immigrés comme les morts sur la route. Donc bon, évidemment, quand on voit l'immigration comme ça, c'est quand même un souci. Et donc, si vous voulez, en fait, comme on a cette vision, on a tout un discours qui est identitaire, sécuritaire, qui n'a rien à voir avec l'économie. En fait, on ne parle jamais d'économie quand on parle d'immigration. De ce fait, on enlève les immigrés et on ne peut enlever que l'immigration de travail. Alors que la Suisse, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Allemagne, eux, font appel à cette immigration beaucoup plus massivement, avec des vrais résultats. Et ils ont des stratégies, c'est-à-dire des stratégies pour faire venir les immigrés qualifiés. Or, les immigrés, c'est des gens très particuliers. Si vous avez bougé dans votre vie, il faut avoir quelque chose en soi, qui est le goût du risque. Donc on voit, ils sont surreprésentés quand ils sont qualifiés parmi les créateurs d'entreprises. Aux États-Unis, 25% des entreprises qui sont créées le sont par des immigrés. Ils représentent 13% de la population. Donc c'est le double. Pareil pour les brevets. Nous, on se prive de ça puisqu'on ne prend une immigration qui n'est pas à but économique. On ne peut pas reprocher à des immigrés qui sont venus pour rejoindre leurs conjoints de ne pas créer des entreprises. Mais c'est quand même un souci pour notre pays. On se tire une balle dans le pied. Parce que peut-être qu'on n'ose pas faire des choix aussi. On l'assume moins que de certains pays comme les Américains. Je crois qu'on a un discours qui est vicié, qui est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on a une immigration peu qualifiée, peu diversifiée et peu nombreuse. Et du coup, évidemment, on n'a pas les bénéfices de cette immigration. Et donc, on est coincé dans une situation, mais on l'a vu sur la recherche sur le vaccin. C'était que des immigrés, c'est pas par hasard. Alors, autre sujet pour ne pas plus perdre notre place, c'est celui de la transition écologique. On a eu ce mouvement des Gilets jaunes qui a un peu fait reculer 3 cases. La réflexion économique sur la taxe carbone, sur le coût des énergies fossiles. On a un peu reculé, on a l'impression. Est-ce que là, c'est pas un échec quand même de la politique économique récente, Jean Tirole? C'est-à-dire, il y a un peu une tension entre tous les gens qui disent nous, on s'inquiète pour le climat, et ce qu'ils sont prêts à faire. C'est-à-dire qu'on a fait des enquêtes dans le cadre du rapport Blanchard-Tirole, selon lesquelles c'est pas à nous de payer, en gros, c'est la vision générale. Et d'ailleurs, la campagne électorale tourne malheureusement autour de l'immigration, mais elle tourne aussi autour du pouvoir d'achat, ce que je comprends par ailleurs. Mais enfin, disons que c'est vrai que les défis du long terme qui sont si importants sont complètement négligés. Donc c'est bien de dire qu'on est pro-climat, mais d'un autre côté, si on ne met pas les moyens derrière pour faire ça, et les instruments, parce que là vous parliez du prix du carbone et toutes les choses, et puis aussi ce qui permettrait d'avoir les innovations de rupture. Si on ne fait pas ça, notre planète va disparaître. Donc je pense que ça fait partie de ce que j'appelle les bombes à retardement. C'est-à-dire que ça fait partie de ces problèmes. Si on n'agit pas sur ces problèmes pendant un an ou deux, c'est pas très grave finalement. Mais après, c'est justement, ça donne une excuse aux politiques de ne pas agir. Donc, mais Jean Tirole, c'est justement cet aspect de comment on passe finalement d'un monde à l'autre. Qu'on attend les économistes, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on attend qu'ils nous prennent par la main pour dire voilà le chemin, c'est ça. Comment on fait pour réduire les incertitudes, les intégrer dans notre transition? Alors, il faut effectivement déjà avoir différentes stratégies. Donc, il n'y a pas seulement que le prix du carbone, il y a aussi la recherche et développement, il y a d'autres choses. Et puis, il y a aussi prendre en compte les perceptions. C'est-à-dire, on a bien vu, c'est vrai que l'écologie, par exemple, c'est assez régressif. C'est-à-dire que c'est souvent les classes aisées qui en profitent et les classes populaires qui en souffrent. Donc, il faut un chèque. Et d'ailleurs, c'est très important de ne pas rembourser l'augmentation du prix du pétrole parce qu'on veut garder les incitations. Mais par contre, on peut faire un chèque en fonction du revenu des gens pour les compenser. Alors, on fera jamais ça parfaitement, mais bien sûr, mais ça, c'est très important parce qu'il faut rendre acceptable cette transition écologique. Il ne faut pas attendre.
L'autre grand... Non, juste ça veut dire qu'il ne faut pas désarmer, en gros, avec des baisses de fiscalité, mais qu'il faut utiliser ces recettes de la fiscalité pour assurer cette transition, d'accord. L'autre grand débat de cette campagne, c'est celle du pouvoir d'achat, vous le disiez, et aussi de l'accroissement des inégalités. C'est vrai que, objectivement, même si l'économie va bien et qu'on a bénéficié de beaucoup de croissance, globalement, les inégalités dans le monde se sont accrues. Et dans votre rapport, il y a toute une partie sur la taxation de l'héritage, qui fait partie du débat présidentiel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux répartir effectivement cette richesse ? Alors sur les inégalités, la France se classe pas mal, pas seulement par rapport aux États-Unis, mais par rapport à beaucoup de pays européens, grâce à la redistribution justement. Oui. Déjà, on utilise beaucoup l'instrument fiscal, c'est vrai, des sociales pour redistribuer. Donc il y a encore trop d'inégalités, bien sûr, mais enfin disons que c'est le sujet numéro 1 pour moi en France, c'est l'inégalité des chances. Ouais. Et Emmanuel l'a dit. Oui, c'est ça, incroyable. La formation, donc à nouveau. C'est absolument incroyable l'inégalité. Et sur l'héritage, du coup ? Et sur l'héritage, ce qu'a conclu le rapport, finalement, la Commission, c'est qu'en fait, les taux de taxation de l'héritage en France ne sont pas faibles par rapport à l'étranger. Ils sont tout à fait décents. Par contre, ils sont pas mis en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'échappatoires qui font qu'on peut échapper, d'une certaine manière, surtout les classes aisées, qui sont essentiellement concernées par l'héritage, peuvent échapper à l'impôt. Donc, le sujet numéro 1, encore une fois, pour moi, c'est l'éducation, l'égalité des chances. Mais il y a aussi l'héritage, parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, qu'il y ait de telles disparités entre enfants qui naissent. Et donc, il y a certaines réformes techniques à faire. Par exemple, le mettre sur le bénéficiaire plutôt que sur le donateur. C'est pas normal qu'on puisse avoir 2 fois plus de déductions si on a 2 parents plutôt qu'un, par exemple. Mais aussi éviter tous ces échappatoires qui finalement rendent... C'est très, très français. On fait des taux élevés et puis après on... Emmanuel. Collecte rien. Non, moi je voulais vous faire descendre dans l'arène de la campagne aussi sur un sujet qui est alors assez fascinant parce que tout le monde le veut. La réindustrialisation, tout le monde en parle, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec tous des recettes différentes. Alors éclairez-nous, que dit l'Académie sur la façon dont on peut réindustrialiser la France ? Emmanuel Auriol ? Alors c'est un vaste sujet, la réindustrialisation. Et, moi je suis pas tout à fait sûre qu'on était... Enfin, on a perdu des emplois dans l'industrie, bien sûr, mais il y a eu des phénomènes d'externalisation, par exemple, etc. Donc, après, est-ce qu'on veut remettre des usines qui fabriquent du textile ? Non. Donc, voilà, moi, je suis un peu sceptique, disons, pour le dire, sur ce sujet, cette espèce de nostalgie, pourquoi pas tout le monde aussi dans les champs. Enfin, vous voyez, on est une société de services. Les gens... travaille beaucoup dans les services, c'est très productif les services. C'est ce que nous dit souvent d'ailleurs Jean-Marc Daniel. Il nous dit oui, l'industrie, c'est peut-être pas notre bout, c'est peut-être pas notre. Après, oui, on peut en faire. D'ailleurs, on va en faire dans la prochaine demi-heure parce qu'on aura quand même le patron d'Airbus, Guillaume Faury. L'industrie haut de gamme, avec forte valeur ajoutée, oui. On va parler du duopole Boeing-Airbus. On aurait pu rester une demi-heure là-dessus. Merci. Merci Emmanuel Auriol. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci de votre accueil. Ce matin, on reste à Toulouse, évidemment, mais avec ces images. Regardez ces images. Ah oui,